OK, merci tout le monde. On va passer à notre prochain panel sur la sécurité et insécurité alimentaire. Alors, je vais présenter tout d'abord notre modératrice. Elle est en fait, animatrice au programme The House, programme primé sur CBC Radio et CBC Listen. Vous pouvez d'ailleurs écouter son balado à n'importe quand. Ensuite, Andrew Powell, basé à Singapour, il est chef de la direction de Asia Bio Business. Il travaille à titre de consultant depuis 1995, surtout dans les secteurs de l'agriculture et agroalimentaire. Il a travaillé notamment sur des systèmes d'innovation ouverte et la technologie en agroalimentaire. Ensuite, M. Richard Fadden, ancien conseiller du premier ministre du Canada en matière de sécurité nationale. Il a été aussi sous-ministre de la Défense nationale. Il a fait partie du service d'intelligence canadienne. Enfin, Monsieur l'ambassadeur Michel Miraillet, ambassadeur de la France auprès du Canada. Auparavant, il était directeur général des affaires mondiales pour la France et le sous-Sherpa pour le G7, G20. Il a été aussi ambassadeur au Brésil et aux Émirats arabes. Bon, voilà, alors, avant de plonger, je veux tous vous dire que quand j'ai commencé en 2014 à la colline parlementaire, j'ai passé beaucoup de temps à avoir un micro ici, à avoir monsieur, en fait, en particulier, monsieur Powell. Donc, j'avais longtemps voulu travailler avec lui. Oh, désolé, on a échappé un micro. Quelle entrée en matière? Bon, OK. Alors, Richard, lorsqu'on se penche sur les enjeux de sécurité et insécurité alimentaire, bon, toutes les sources que j'ai consultées montrent à quel point il y a des conflits qui mènent à la faim et la faim mène au conflit. C'est quelque chose qui est vrai depuis longtemps. Lorsque vous regardez le monde en ce moment, où voyez-vous cette relation entre l'insécurité et la sécurité dans le domaine qui est pertinent au Canada? Eh bien, je vais commencer par prendre 30 secondes parce que je pense que tout le monde ici ne pense pas à la sécurité nationale, mais elle comporte deux composantes, ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Les deux sont également importantes et on tend parfois à oublier ça. Et comme Goldie en a parlé, la sécurité économique et militaire ne sont pas la même chose, mais sont très fortement affiliées. Ce qui m'inquiète, c'est la relation entre l'eau, la nourriture et les changements climatiques. On tend à oublier qu'il y a beaucoup de pays où les gens meurent de faim. Et s'il y a suffisamment de gens dans un pays qui se meurent de faim, il y a des enjeux. Les gens veulent partir. Et au final, ils traversent des frontières là où ils ne seraient pas supposés de le faire et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'agitation, de troubles liés à ça. Donc, on voit ceci notamment en Afrique, mais c'est tout aussi important de considérer l'importance des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Réfléchissons à ce qui s'est passé ou ce qui se passerait si une chaîne se ferme complètement pendant 2 mois. Aussi, une infrastructure critique au Canada, si elle venait à être en panne, eh bien, je crois que la plupart d'entre vous ne portez pas attention à ça. Hein? On a une crise, on la résout, et voilà. Il n'y a personne qui a un plan B pour ce genre de choses. Et c'est pas seulement l'insécurité, il y a beaucoup de méchants en passant. Il y a des groupes terroristes, et il y a des États, il y a des groupes criminels qui pourraient facilement, s'ils le voulaient, et ça arrive parfois,
interrompre l'accès à la nourriture ou à l'eau. Donc, si on regarde au monde généralement ce qui se passe sur la planète et l'insécurité géopolitique, je pense qu'on pourrait sélectionner n'importe quelle région, hein. Pensez à l'Amérique centrale. Beaucoup d'insécurité, mais ils ont aussi de la difficulté à se nourrir de manière sécuritaire. Voilà, je vais m'en venir à ça. Oui, c'est un excellent point, hein. Le contexte compte pour beaucoup, vous le savez sans doute. Depuis 20 ans, ça allait bien dans notre combat contre la faim, mais depuis 2015, les choses ne vont plus très bien. 345 millions de personnes, je pense que c'est incompréhensible, hein? 345 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Ce que l'on voit, c'est cette question de sécurité alimentaire. Elle est au premier plan de la déstabilisation de l'Afrique. L'Afrique n'est pas la principale cible de la diplomatie canadienne. Je dirais même qu'on attend encore le Canada en Afrique, pour être un peu provocateur. Et maintenant, avec la situation d'insécurité alimentaire, on voit que l'Afrique centrale, le RDC, le Soudan, tout ça, la situation se détériore. Et c'est ce qui nous pousse à aller se tourner vers d'autres choses, donc avoir une feuille de route, en gros, pour solidifier les choses en vue de la prochaine décennie. Il y a énormément de choses en cause par rapport à la sécurité alimentaire. Maintenant, en parallèle, l'Afrique n'est pas le seul endroit. Hein, la situation du Yémen est absolument horrible et personne n'y fait quoi que ce soit, sauf un instrument dont on devrait être fier. C'est une bonne chose de rire un peu des inefficiences des Nations unies, mais elle a ses bons côtés, dont le Programme alimentaire mondial. J'aimerais vraiment les mettre sur la sellette parce qu'ils font un travail fantastique. Et le Canada, bien sûr, finance le Programme alimentaire mondial, mais il faut faire plus. On peut financer, oui, mais il y a d'autres choses à faire pour notre avenir, pour le développement durable de l'agriculture dans ce qui est dans l'hémisphère sud. Donc, le lien entre la sécurité par rapport à l'eau, par rapport à la nourriture, tous les ingrédients sont là pour multiplier les zones d'instabilité en Afrique. On l'a mentionné aussi, l'Amérique centrale, et même chose pour le Moyen-Orient. Ça s'applique même en Asie centrale. Regardez à la situation en Afghanistan en ce moment. Regardez au Pakistan. On a tous les ingrédients pour que fomente un conflit. Oui, maintenant j'aimerais me tourner vers notre autre invité. De quoi on parle en fait quand on parle d'insécurité alimentaire? Eh bien, j'aimerais ajouter à ce qui a été dit. Il y a 4 dimensions. La disponibilité, l'accès physique, l'accès économique et l'usage. La disponibilité, c'est en gros faire pousser les cultures. L'accès physique, c'est le commerce. L'accès économique, c'est le PIB par capita, les systèmes qui permettent aux gens d'acheter de la nourriture. Ensuite, l'utilisation, c'est les déchets, l'authenticité des produits. Donc, on le sait, la sécurité alimentaire, c'est complexe. Je m'intéresse, peut-être, on pourra en parler notamment de l'Extrême-Orient tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a vraiment des enjeux là. On n'a aussi pas encore vu l'ampleur des choses, des dissensions en Afrique. Il y a des choses qui se passent en Malaisie par rapport au prix du sucre.
Il y a une contribution aussi du côté du Myanmar, du Bangladesh. Bon, on pourra en parler un peu plus, donc, de l'Asie du Sud-Est, mais vraiment beaucoup de défis. Oui, alors, dans ces 4 aspects, bien sûr, il faut se pencher sur les 4, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui mérite davantage notre attention? Je pense que ça varie selon le pays. On a fait des études là-dessus. Les pays producteurs de riz dans l'Asie orientale, bon, leur sécurité alimentaire est très liée au riz. Mais il n'y a pas de sécurité nutritionnelle. Le riz, c'est pas très, très bon. C'est pas très nutritif. Donc, si on peut produire tout notre riz, ils se disent tout va bien. Mais, côté commercial, c'est très risqué. Et on l'a observé au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines. D'autres pays comme le Singapour, ça c'est assez unique. On importe 90% de notre nourriture. On essaie de changer la donne d'ici 2030, d'amener ça à 30%, donc de dépendance à l'interne. Donc ça varie énormément. En Indonésie, il y a vraiment un défi par rapport à l'apport de blé qui venait d'Ukraine. Ils aiment beaucoup leurs nouilles et c'était l'Ukraine qui était productrice de blé pour eux. Donc, ça varie vraiment d'une région à l'autre. Mais il y a définitivement des préoccupations concernant la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays. La Thaïlande, il y a beaucoup de carences en acide folique, en zinc, donc vraiment une insécurité nutritionnelle majeure. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film The Shoes and the Fisherman. C'est un cardinal ukrainien qui devient pape, et il y a la Chine, donc, qui est en pénurie et qui se préparait à faire l'invasion de pays environnants et la Russie qui les aide. Donc, il y a beaucoup d'empereurs en Chine qui ont perdu leur mandat divin parce qu'ils ne pouvaient pas nourrir le peuple. J'en parle parce que ça s'applique encore aujourd'hui. Pensez à l'Égypte. La nourriture est financée là-bas. S'ils ne nourrissent pas le peuple, ils vont se révolter. Le Moyen-Orient est généralement instable. On a parlé de la Somalie et du Yémen. Ils ne pourraient pas se nourrir pour tout le thé de la Chine d'ici 10-15 ans. Donc, il y a une responsabilité pour les pays comme le Canada à contribuer au programme des Nations unies, entre autres, parce qu'au final, je dirais, quelqu'un qui s'appelait Maslow, et ses besoins fondamentaux. Donc, si vous ne pouvez pas vous nourrir et s'il y a suffisamment de gens qui ont de la difficulté à se nourrir et il y a un esprit de groupe, eh bien, il y a des gens qui vont traverser les frontières illégalement. Et si on le fait souvent, ça c'est une révolution. Le gouvernement se fâche, commence à tirer sur les gens et on a un enjeu de défense ici. Il y a beaucoup de régions du monde où on n'a pas donc cette sécurité. Il y a au moins 2 puissances nucléaires, la Corée du Nord et le Pakistan, qui ont beaucoup de difficultés à nourrir leurs gens. Ils ne sont pas les personnes les plus stables sur la planète. Donc, imaginez que tout à coup, ils disent, bon, on n'arrive pas à se nourrir, il faut faire quelque chose. Et ils commencent à menacer d'utiliser l'arme nucléaire. C'est pas impossible. Pas nécessairement qu'ils vont utiliser l'arme nucléaire, mais ils vont nous menacer de le faire. Et les ambassadeurs vont avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, et je veux passer aux solutions, Monsieur l'ambassadeur, très bientôt. Vous avez parlé de la survie, de cet impératif, mais dans ce scénario que vous venez d'évoquer, où se situe le Canada? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde à titre d'observateur
Ou est-ce qu'on essaie de colmater les fuites? Je pense qu'on n'y pense pas assez, en fait. Il y a, je pense, trois choses qu'on peut faire. Premièrement, notre aide humanitaire. Nos budgets n'ont pas vraiment varié dernièrement. Notre tendance, c'est d'écrire des chèques voilà, à des institutions comme le Programme alimentaire mondial. Ça, c'est rien de mauvais, au contraire. Mais si on regarde à l'ensemble des politiques, et je ne parle pas du gouvernement Trudeau en particulier, les derniers gouvernements ont fait les mêmes choses. Lorsqu'il y a vraiment une crise, on intervient, mais après, on s'en va. Hein, il y a un adage qui dit on peut enseigner à quelqu'un à pêcher versus lui donner du poisson. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se produit. On donne du poisson, mais on n'apprend pas à pêcher aux gens. Du côté commercial et économique, il y a des gens qui sont mieux équipés que moi pour répondre, mais je pense que ça fait partie de nos politiques d'encourager activement, parfois avec l'aide du gouvernement, parfois pas, donc le transport de la nourriture. Et je pense qu'il y a aussi les diplomates qui ont un rôle à jouer pour essayer d'aiguiller les entités, pour encourager le commerce, aider, ou en fait favoriser la coopération, notamment avec certains pays asiatiques, pour le transport de nourriture. Oui, Monsieur Miraillet, autre chose là-dessus? Oui, tout à fait. Je suis très d'accord. Il y a quand même un point que j'ajouterais dans le paysage ici de l'insécurité alimentaire. Les choses changent, en fait. On a vu l'Éthiopie. L'Éthiopie importe 50% de son blé. On a parlé de l'Égypte déjà, mais il y a un autre pays. Le Liban. Ce pays du Moyen-Orient dépend à 100% du programme alimentaire mondial. Imaginez le désastre, la catastrophe qui nous attend. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'y pencher. La crise ukrainienne, l'invasion russe, ça vient donner un éclairage sur une situation à laquelle les gens, en fait, n'accordent pas beaucoup d'attention. La plupart des pays d'Afrique qui ont des économies développées dépendent jusqu'à 80% du blé ukrainien. Et comme on l'a mentionné, pour nous, pour les Européens, ce qui se passe est énorme. Le modèle égyptien, on sait ce qui se passe avec la Révolution verte, ce qui s'est passé il y a quelques années. Et il y a 2 ans même, on a vu des problèmes en Tunisie notamment. Donc, il faut prendre conscience que c'est un paysage en évolution. Il y a une détérioration année après année. Bien, portons-nous maintenant sur les solutions, parce que le portrait global est alarmant, effectivement. Donc, parlons de la mission de la résilience alimentaire menée par la France. Comment vous penchez-vous et faites-vous face à ces défis? Eh bien, l'initiative prise en mars 2022, bon, ce n'est pas la solution, ce n'est pas une panacée, désolé de vous le dire. Mais je suis un diplomate français et il faut être plus modeste par rapport à ça. Ce qu'on tente ici de mettre sur la table, c'était plutôt une feuille de route pour regarder une situation à court terme. La situation rendait le transport de nourriture difficile dans certains pays qui en avaient besoin. Et de nouveau, la situation n'a pas commencé avec la crise ukrainienne. Non, ça n'a fait qu'accélérer les choses.
Mais on sait que, par exemple, le sud du Madagascar a faim. Au Madagascar, imaginez. Ce sont des situations. Hein, bon, tout le monde connaît la situation au Soudan, en Éthiopie, mais personne n'est au courant de ce qui se passe en République centrafricaine, par exemple. Donc, il faut concevoir un genre de cadre avec 3 piliers. On veut voir le transport, la livraison de nourriture pour prévenir certains comportements. Il faut garder en tête que dans certains pays, comme la Chine, on essaie d'accumuler de l'inventaire. Il y a d'autres pays où il faut se battre les uns contre les autres, comme en Inde, pour faire exporter du blé. Donc, les 3 piliers. Le premier, c'est celui sur lequel on s'est penché comment dire, pour maintenir la stabilité, la transparence dans nos marchés ou l'agroalimentaire. Donc, les inventaires, les prix. Au un G7 précédent, on a créé une plateforme, AMIS, qui devait donc accueillir des données sur la production. L'Inde et la Chine n'y participent pas, donc déjà, ça indique qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le deuxième pilier, comment améliorer la solidarité avec certains pays. Et troisièmement, investir dans la production locale pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires. La solution n'est pas canadienne ni états-unienne. Si vous avez un problème, on ne peut pas envoyer des millions de tonnes de blé. L'idée, c'est de bâtir une situation, une infrastructure durable. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'initiative Green World en Afrique. Ça a transformé l'économie de ces pays africains. On se bat contre un danger de voir énormément de soya ou de blé qui vient des grands producteurs comme le Brésil et qui efface les capacités locales. Il faut rebâtir une agriculture et une économie locale. Donc, ce sont les 3 piliers. Au pilier 1, en juin 2022, avec l'OMC, on a mis en place une entente pour empêcher les embargos sur les produits alimentaires. C'était tout à fait réussi. Maintenant, par rapport à la solidarité, je pense qu'on a déjà évoqué ça. Il y a des exercices là-dessus dans les pays alliés pour attirer l'attention du secteur privé. On va leur dire qu'ils peuvent agir donc sur la base d'appels à propositions de la part du Programme alimentaire mondial. Donc, on attend en fait ces normes pour savoir comment certaines compagnies comme Total ou des compagnies de transportement peuvent en faire leur travail aussi. Et ensuite, le troisième, on travaille avec IFAD. On essaie de transformer les choses pays par pays. Il s'agit d'une politique de longue date. Et c'est là que, par exemple, l'industrie canadienne peut entrer en jeu et développer des cultures, par exemple, pour certaines situations. Donc, c'est seulement une feuille de route. D'accord. Je veux maintenant qu'on parle un peu de solutions. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'industrie ici.
Et on a parlé de certaines histoires à succès. Donc, est-ce que ces solutions nous viennent de la classe politique ou plutôt du secteur privé? Je pense que c'est très important que tout le monde travaille ensemble. La sécurité alimentaire est un problème complexe, multisectoriel, à parties prenantes multiples pour sa solution et c'est difficile. L'une des multinationales a demandé à mon entreprise de développer un programme il y a à peu près 3 ans et on a travaillé au nom de la multinationale pour créer un groupe d'intervenants. On avait le Stockholm Environmental Institute, Hollande, une grande entreprise commerciale, et tous ceux avec lesquels je parlais voulaient beaucoup participer à cette initiative. On était un centre d'excellence. Et plus tard, on a vu les problèmes qui se développaient. Les gens avec lesquels on a parlé à la multinationale voulaient procéder, mais les avocats, la multinationale, ont commencé à établir des exigences par rapport à toutes les parties prenantes qui étaient autour de la table. C'est devenu de plus en plus problématique et les gouvernements disaient, bon, on ne peut pas signer un accord avec une multinationale de ce genre, ou les ONG disaient qu'elles ne voulaient pas signer avec une multinationale. D'autres disaient, ben, vous êtes accoutumé à avoir affaire avec une multinationale et c'est ce dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense que c'est peut-être une initiative d'un pays qui pourrait rassembler les choses, les gens et non pas l'industrie. Parce que cela doit être très, très frustrant, hein. Oh là là, vous pouvez le répéter parce qu'on avait tous les gens autour de la table et de ce qui s'est agi, c'était un moyen d'obtenir de la technologie. On en voulait de la technologie canadienne au sud-est de l'Asie. On voulait peaufiner la technologie parce que les grandes solutions agricoles ne vont pas fonctionner trop bien dans mon côté du monde. On a des agriculteurs avec 2 hectares ou moins, mais on en a 3 millions. Donc, si on peut trouver des solutions pour ce genre de gens, on peut faire de l'argent. On ne va pas parler de millions de chaque agriculteur, mais quelques dollars, ça et là, ben là, on commence à faire de l'argent. Ce fut très frustrant, mais il existe des occasions si on peut organiser l'état d'esprit autour de ce défi et faire que les gens travaillent ensemble. Et vous dites que fondamentalement, cela va devoir venir de la part des documents, des gouvernements plutôt. Oui, et non pas des multinationales, parce que les multinationales ont de très bonnes intentions et on travaille probablement avec les 4 ou 5 principales le long des années. Et ce fut super intéressant parce que tout le monde voulait participer, toutes sortes de différents secteurs. Ils ont vu qu'il ne s'agit pas d'un seul secteur qui le contrôlait. Euh, le département d'agriculture de l'Australie voulait participer. Je veux ajouter une idée. Je pense qu'on a 2 enjeux ici. Moi, je suis un avocat, donc je peux le dire. Je pense qu'on a des barrières au progrès de la part des avocats. Les avocats sont quelque chose de bon, mais on est arrivé à un point où on ne peut pas avoir un accord entre une entreprise et un groupe sous-national sans qu'un des cabinets d'avocats les plus grands du monde ne travaille 6 ou 7 ans à un document de centaines de pages dont on a besoin. Donc, je pense que dans beaucoup de domaines, on donne trop d'attention aux avocats. Et l'autre chose que je voulais dire et que je pense que l'un des grands problèmes par rapport à ce que le Canada peut faire est que nous sommes très mauvais à regarder les choses à mi et long terme, non seulement dans ce domaine, mais en général. Les démocraties en général ont ce problème parce qu'il existe un processus d'élection, etc. Mais je pense qu'on est très mauvais à cela et je ne sais pas quelle en est la solution. Si l'on analyse
que nos gouvernements ont fait pendant la dernière décennie, c'est qu'ils regardent le problème du jour ou peut-être de la semaine. Et les problèmes dont on parle nécessitent 10 ou 15 ans de planification. Et je ne pense pas que le gouvernement du Canada ait beaucoup de plans de ce genre. Et un exemple de cela, est-ce que j'allégerais que l'un des grands enjeux de politique pour le Canada pendant les 10 prochaines années sera comment on va réagir à la demande des États-Unis de faire une diversion importante de quantité d'eau. La rivière Fraser n'est pas ce qu'elle était, mais à un certain point, cela aura la capacité de faire que les États-Unis puissent créer des aliments et cela aura une incidence sur nous aussi. Et je parie avec vous que pas beaucoup de gens, ni de groupes de réflexion, ni le gouvernement sont en train de penser à cela. Et si on faisait de la recherche, l'eau est devenue un enjeu important malgré les déluges des derniers jours, un enjeu important dans les États-Unis. Une grande partie des États-Unis et le seul lieu d'où ils vont l'obtenir, c'est de ce pays-ci et faire une diversion d'une grande quantité d'eau. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais il faut certainement pas attendre à ce qu'on nous le demande. Et ce que cela va vouloir dire pour l'agriculture à travers le continent. Il faut penser davantage à long terme. Donc, vous pensez que c'est une nécessité qu'on ne va pas s'impliquer à ces enjeux que du point de vue gouvernemental quand on est à la porte d'une crise, ou est-ce que c'est une occasion économique qui donnera des incitatifs pour aborder cet enjeu au plus tôt possible? Ben, c'est une bonne question et je n'ai pas de réponse, excepté pour dire que si nous trouvons une façon de faire les choses, ça sera novateur parce qu'on n'est pas bon à le faire. Mais je pense que c'est un bon exemple d'un domaine où l'on peut avoir la société civile, le secteur privé, les gouvernements qui travailleraient ensemble et il faut quelqu'un qui veuille bien dépenser du capital politique dans l'une des trois choses. Et dans ce pays, c'est difficile à faire à moins d'avoir un retour immédiat. C'est un problème pour les démocraties de partout. Mais notre capacité d'oublier ce qui se passe dans le monde est incroyable. L'ambassadeur vient de mentionner le Liban. C'est difficilement un État. Ils doivent apporter tous leurs aliments. Ils pourraient dégringoler dans quelques instants. Et dans toute la région, on pourrait avoir une explosion dans le Moyen-Orient qui aurait des implications non seulement côté aliments, mais pour beaucoup d'autres choses aussi. Je pense donc que les groupes de réflexion, les associations comme celles qui sont ici, mais aussi les entreprises, doivent passer, je pense, plus de temps à être inquiets par rapport au mi et au long terme. Après ma retraite, j'ai commencé à siéger à plusieurs conseils commerciaux. Très intéressant. La culture est fascinante. Il y en a qui sont encore fixés aujourd'hui avec le prochain trimestre et d'autres pensent aux 15 années suivantes. Et il faut que les gouvernements fassent de même. Penser aux 15 années suivantes avec les agences des Nations unies aussi qui sont meilleures à penser au long terme. On semble avoir des problèmes à l'opérationnaliser. Et monsieur l'ambassadeur, avez-vous des idées concernant les défis? Je pense que c'est plus facile dans le contexte de cette conversation de comprendre l'immédiacité de la menace. Mais bien évidemment, quand on est dans la salle où les décisions sont prises, on a beaucoup d'inquiétudes concurrentielles. Alors, que pensez-vous au niveau politique? Comment cela correspond au schéma de priorité? Ça me Pour en dérange finir pas. avec le terrorisme intellectuel de l'anglais. OK. Je peux faire un petit peu de... I can do a little translating too. Would that be helpful? Or vous allez... I can switch OK, again to je peux faire un English peu de or try traduction to do après. it. Mais votre question est absolument fondamentale et ce que disait mon voisin est très très juste. Et aujourd'hui, le sentiment, He likes my question. No. le, Continue. le sentiment qui est le nôtre est effectivement que cette situation impose de plus en plus, de donner de plus en plus de poids aux conversations que nous avons dans un certain nombre d'enceintes. Le G7, le G20. Et le G20 est de plus en plus fondamental. Et ce qui est bon de savoir, c'est que le CDE est aujourd'hui une forme de secrétariat du G20, avec effectivement des moyens de réflexion, des moyens d'analyse et d'études qui peuvent être fondamentaux.
Moi, pendant 2 ans et demi, j'ai suivi tous ces dossiers du G7 et du G20 et j'ai toujours vu un accord très, très fort sur ces questions de suite de l'Ukraine, de fourniture, des lignes, des Solidarity Lanes de l'Union européenne pour faire venir, pour exporter les productions ukrainiennes. Tout ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réflexion G7 sur la situation dans 10 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, on le voit, que ce soit sur la situation agricole mondiale, le besoin, que ce soit sur la situation en Indo-Pacifique, nous avons besoin d'un certain nombre de canaux de concertation, qu'ils soient officiels G7, G20, qu'ils soient officieux à travers des tracks qu'on appelle 1.5 avec les centres de recherche. Et aujourd'hui, c'est ce travail continu. Il n'y a rien de pire. Moi, j'ai fait du policy planning pendant 6 ans. J'ai fait des rapports, écrit des rapports, conduit des rapports sur le monde en 2025. Quand je les relis aujourd'hui, je sue à grosses gouttes. J'ai honte parce que le nombre de choses que nous n'avons pas vues. Mais ce travail de réflexion permanente est absolument indispensable à la conduite des affaires en matière de sécurité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous abstenir de l'avis des think tanks indiens, des think tanks chinois quand ils veulent bien vous dire les choses, mais également de nouveaux acteurs que sont les Sud-Africains, par exemple, qui ne pensent pas du tout comme nous, des Européens, des Américains, des Latino-Américains. Et c'est cet effort-là que nous devons conduire au niveau étatique. Et ça veut dire que le track 1.5, c'est aussi les entreprises, ce sont aussi les entreprises. Et ça, elles tardent à venir dans ce type de dialogue. I'm going to have a difficult time doing that justice, I think. So, but you were Je talking vais avoir des difficultés à vous suivre, mais vous avez parlé de l'importance du G7, du G20, d'un rapport que vous avez fait qui vous cause des chagrins quand vous le regardez en arrière. Vous pensez à ce qui n'a pas été fait, l'importance de consulter amplement avec des entreprises, mais aussi avec d'autres parties du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que j'ai raté, Monsieur l'ambassadeur? Non. Mais je pense que cela a été beaucoup meilleur. Ça n'a pas été interprété. Je ne sais pas combien de gens ont d'écouteurs en salle. Mais fondamentalement, je me suppose que le défi qu'il y a dans les discussions politiques, c'est coquet. On dit une meilleure réflexion, davantage d'implication de l'industrie privée, davantage de développement. Et je suppose qu'on reviendra aux questions, mais combien de patience ont les gens dans cette salle pour pouvoir arriver à la réflexion de laquelle vous pensez? Comment est-ce que cela pourrait avoir lieu? De quoi avons-nous besoin pour que le changement ait lieu? Il faut, dans un certain sens, de la magie pour changer l'état d'esprit canadien. On est trop confortable dans ce pays. Il faut regarder quel est le monde réel. Personne n'est intéressé dans ce pays par rapport à la situation en Afrique, excepté les gens de Rio Tinto et la minerie. La classe moyenne canadienne n'est pas intéressée à ce qui se passe en Asie centrale, c'est-à-dire c'est une question, c'est votre job. Je travaille très fort, mais je me demande si c'est une condamnation spécifique pour les Canadiens ou pour le monde occidental élargi. Bon, vous avez de différents niveaux, même après 4 mois dans ce pays merveilleux, je suis encore surpris par votre sentiment de confort, vous savez, dans ce lieu où vous avez le tout, la neige. Tim Hortons. Ouais, Tim Hortons. La Convention de Genève, tout cela, mais vous avez le confort et ce pays est au milieu
de deux guerres, mais on a un confort ici que je pense est dangereux. Mais ceci n'est que quelque chose de très personnel, c'est-à-dire quand on parle de l'insécurité alimentaire, de l'instabilité mondiale, il faut être plus présent en Afrique, sans doute. C'est-à-dire le Canada a une image fantastique en tant que pays, les droits de la personne. Il vous faut aller et créer de nouvelles relations avec l'Union africaine, par exemple. En Asie, par exemple, la stratégie pacifique est de bonnes nouvelles. Mais bon, on n'a que quelques minutes. Andrew, après Richard et après le public. Si je puis ajouter quelques commentaires, je pense que le Canada a beaucoup à offrir, mais on ne va pas et on ne sort pas le vendre suffisamment. Pendant les 30 années que je passe en Asie, on a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été annoncées par les gouvernements canadiens en Asie, mais cela n'a pas vraiment été soutenu. Et quand la nouvelle politique indo-pacifique s'est développée, on a dû avoir un effort et un engagement. On est en concurrence avec des joueurs majeurs. Non seulement la France, les Européens, les Pays-Bas, spécifiquement l'Australie, a des programmes incroyables au sud-est de l'Asie. Et il ne s'agit pas seulement du commerce. Ils font de la diplomatie économique, ils développent des accords de recherche. On a un bureau à Singapour. Fin des années 90, on avait Ressources naturelles Canada a développé un programme en Thaïlande. Eux, ils ont des programmes particuliers en Thaïlande et j'entends qu'ils commencent à parler à ressources naturelles d'autres programmes. La Saskatchewan, j'entends un problème au Bangladesh, on en a besoin davantage. La sécurité alimentaire est un grand problème complexe. Le commerce, formidable. Ne vous trompez pas, mais il y a d'autres choses auxquelles nous devons penser aussi. On a de belles technologies au Canada. Si on les traduit de la façon correcte, cela peut être pertinent dans le reste du monde et il existe des occasions. Richard? Je suis d'accord. Mais la stratégie Indo-Pacifique, je pense que c'est merveilleux de l'avoir. On aurait dû l'avoir. J'ai participé à une autre conférence organisée par l'ICAM l'autre jour. Il y a une section qui dit « Le Canada va prêter attention spéciale à 8 pays et à tous les pays de l'ASEAN. Nous sommes très, très mauvais dans ce pays à prioriser. Nous sommes épouvantablement mauvais à cela. Et j'entends Monsieur l'ambassadeur quand il dit qu'on devrait passer du temps en Afrique. Je suis d'accord, parce qu'on n'a pas d'histoire coloniale, on parle l'anglais, on parle le français. Il y a une raison pour le faire, mais on n'a pas la capacité d'avoir une politique à échelle mondiale capable de livrer. On n'est pas le G1. Donc, l'un de mes hobbies est qu'on n'est pas bon à s'auto-analyser. On est une puissance moyenne, pas aussi influentielle que pendant la guerre froide. Donc, il nous faut repenser à ce que nous pouvons faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Même dans ce contexte, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au niveau industriel, au niveau du secteur privé que nous ne sommes pas en train de faire. Mais si on essaie de faire de trop, on va accomplir trop peu. Et je ne veux pas critiquer la stratégie indo-pacifique, mais il n'y a pas de priorisation et il nous faut prioriser les choses si on veut faire des choses desquelles vous parlez. Je pense qu'il y a de très bonnes choses dans la politique indo-pacifique. L'engagement à développer des partenariats avec d'autres organismes de recherche dans notre région. Très, très bon. D'autres gens l'ont fait et c'est une très bonne opportunité pour le Canada. On a 1 ou 2 minutes pour des questions. Donc, si quelqu'un veut prendre un micro, nous verrons combien de questions on pourra inclure. Christy du Conseil canadien du canola. On a beaucoup écrit concernant le commerce et on parle de plus en plus du commerce dans le contexte de la politique environnementale et climatique. Je me demande ce que les experts pensent. C'est un domaine complexe, mais des suggestions, des lignes directrices simples par rapport à ce qui devrait éclairer de bonnes politiques environnementales pour contribuer à la sécurité alimentaire et non pas l'insécurité alimentaire. Je vais demander des réponses concises, mais même si c'est complexe comme question.
Non, I don't have an answer to je n'ai that pas de réponse à la question, definitive terms, but I think that a partial answer is in this country, we have mais to une talk réponse about partielle dans ce pays est qu'il nous faut parler des choses publiquement, au Parlement, dans les médias, dans les groupes de réflexion et dans l'industrie, parce que nous tendons à ne pas parler de problèmes desquels vous parlez. C'est ce que j'aime dire sur la sécurité nationale. On n'en parle jamais, à moins qu'on ait un problème. Et je ne puis me rappeler avoir lu quelque chose sur la sécurité nationale. Il nous faut en parler, il nous faut écrire là-dessus, il faut y penser. Je pense qu'on l'a fait avec les Africains et avec l'idée et le programme du mur vert où nous avons un plan. On a l'Union africaine et ses pays, mais cela ne veut pas dire qu'on a planté des milliards d'arbres. Bien au contraire, maintenant, on essaie de modifier les structures de production, essayer de trouver de nouvelles cultures et faire des exportations en Europe. C'est-à-dire, regardez, il y a 30 ans, les gens n'étaient pas à New York. Il y a de nouvelles céréales qui viennent de l'Amérique latine, comme le quinoa. On pourrait trouver des céréales qu'on pourrait promouvoir et avoir un nouveau marché d'exportation, et cela va avec le crédit et aussi avec l'alimentation pour les filles aux écoles et blabla, une initiative qu'on a développée avec le Canada au G20. Donc, il existe des efforts essentiels, mais je ne suis pas surpris que ceci ne soit pas connu au Canada à cause du manque d'intérêt, dirais-je, en ce qui concerne l'Afrique. C'est un problème que je vois. Oui, je m'appelle José Kachama. Et je suis intéressé à l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique et la France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on dirait qu'ils ont une relation compliquée en ce moment avec l'Afrique. Burkina Faso vient de rappeler son ambassadeur et l'armée française s'est retirée de Burkina Faso. Et donc, je voudrais voir, parce que l'Ouest semble être très intéressé à la démocratie, ce qui est une bonne chose, mais la Russie et la Chine ne sont pas intéressés s'il existe des dictateurs en Afrique. Et je pense que cela est en leur faveur, parce que cela leur permet de donner davantage d'aide étrangère, et cela peut être prédatoire. Et on a vu des pays de la Scandinavie et des pays occidentaux en général où nous avons beaucoup d'exigences au préalable si on veut donner de l'aide, par exemple. Donc, je veux voir l'influence croissante, le groupe Wagner dans la République de l'Afrique centrale. Comment le Canada et ses alliés se voient bouger de l'avant en Afrique? Et comme je l'ai dit, il semblerait que l'influence française est en déclin en Afrique. On n'a qu'une ou 2 minutes et je pense que c'est une question essentielle. Je me rappelle être partie dans un pays avec ce premier ministre au Sénégal, par exemple, et on voyait des signes, tout était construit par la Chine. Et c'était tout petit ce qu'on faisait dans notre voyage, si on voyait l'influence de ce genre. Robert, la Russie et la Chine ont à voir avec les pays en développement de façon beaucoup plus légère que nous. Je pense qu'on place trop d'emphase au Canada sur quelques-unes de nos valeurs qui ne sont pas forcément partagées dans des pays où nous voudrions avoir affaire avec eux. Par exemple, notre préoccupation avec les droits de travail, notre préoccupation avec les droits des femmes, notre préoccupation avec les peuples autochtones.
absolutely important. Aucune de When ces you're going to a choses, country ne that is either under a severe toutes ces dictatorship choses sont très whose importantes, people are mais si on va starving, dans un pays they do en not want to be dictature où flattened les gens by meurent de Canada. faim, I'm ils ne veulent exaggerating, but pas it's a point. entendre le Canada And it's parler also de ces true choses. of J'exagère, mais c'est un point. and C'est the vrai United aussi States. They're pour all l'Union fledgling européenne et nations. les The other difference États-Unis. is today, L'autre différence, c'est China seems to have qu'aujourd'hui, an la Chine unlimited semble avoir amount of capital une in quantité sans invest limite de in capital à development, investir dans whereas le the monde en West, développement, if tandis anything, que it's being l'Ouest reduced. est en train And I d'être also think réduit. Et je pense China's aussi foreign policy, if I can que call la it that, is politique one étrangère de la actively engaged Chine with the view of est acquiring une influence, d'engagement but not actif necessarily pour helpful. obtenir de l'influence qui Hard. n'est pas I mean, large forcément parts of the third utile. De world accuse grandes the parties United du States tiers-monde of, accusent les post-World États-Unis, War II, of trying to run après the la planet. Deuxième Guerre Relatively mondiale, speaking, they didn't do d'essayer it. They de do a lot of diriger la credit to local planète. people. I En think fait, China's ils n'ont pas attitude is essayé de le much, much faire, more ils ont predatory. essayé de donner de And when l'argent it comes et to d'aider les Russia's gens. La attack, Chine est it's beaucoup trying to plus go back to the prédatoire et la position Russie it used to aujourd'hui have, which essaie de is trying to revenir make à la trouble to position everybody. qu'elle The avait real auparavant difference is et the West causer des has no problèmes. Mais la vraie capital différence, c'est que l'Ouest to n'a pas le invest in this. capital They et do comme not Monsieur have the l'ambassadeur l'a dit, interest. The on n'a United pas States l'intérêt. Les puts more and États-Unis more. We don't regardent have the interest vers to l'interne de compete plus at en a plus great et deal nous of n'avons interest pas in other d'intérêt en parts of the Afrique et world je as ne pense well. pas qu'on ait de And l'intérêt the sad dans part d'autres is, parties du we're monde talking about it aussi. now just Et in ce qui est terms triste, c'est of, qu'on I think, development, parle but de it's in cela en our ce moment interest, côté our développement, mais economic c'est interest, quelque to see chose this qui part of devrait the nous world develop. intéresser du côté And go back to économique, de what I voir said ces parties du earlier, monde if se we développer. Je prioritize reviens à ce que je disais with our auparavant. Si on allies, priorisait les and choses un peu Roland avec nos spoke alliés, much earlier this morning about on en a blocks, parlé start beaucoup having plus tôt blocks ce to help matin, with avoir food des development blocs peut-être or the pour protection of water, aider avec but le not développement really have alimentaire such a et big on ne le fait influence. pas, excepté avec les agences des Nations Unies. Je ferai la différence entre la Chine et la Russie. La Chine, c'est une politique de très très long terme d'investissement et de captation des ressources. Avec, je connaître, pour avoir beaucoup travaillé sur ce dossier, avec une évolution. C'est-à-dire que les Chinois n'ont plus les montants de capitaux nécessaires pour investir à n'importe quel prix. Okay, I'm going to interject and Okay, just okay, par- so non, I parce will qu'il y a du monde switch. qui I ne will suit pas. switch. I'm Ok. okay. I will switch. Je vais changer à l'anglais, c'est-à-dire les Chinois avaient un crédit pendant les 10 dernières années, mais ils ont plus de crédit que nous, bien évidemment. Pendant l'administration de Trump, on a eu un nouveau développement énorme. Ils ont pu confronter les Chinois et les Européens ont aussi fait la même chose avec l'Europe et la Banque du développement. Et pendant les dernières années, on est en train de développer un autre type d'offre avec les Chinois. La situation est très différente aujourd'hui parce qu'elle est fondée aussi sur le fait que l'on saisit les ressources, les comportements de gangsters dans un certain sens. Et permettez-moi de vous dire que la situation a changé. On n'est plus dans les années 70. On n'agit pas de façon postcoloniale déjà. Cela aurait pu être très facile d'envoyer 2 entreprises françaises pour amener la situation au début à Burkina Faso ou dans la République centrafricaine, où les 5 dernières années ont été tout simplement horribles. Et ce n'est plus le cas. Et il nous faut supposer le fait que s'ils nous demandent de partir de Burkina Faso, où on avait des forces spéciales, et ces groupes djihadistes sont revenus. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin, mais il y a eu de nouvelles massacres là-bas. C'est-à-dire, il nous faut être en conformité avec cela. Mais un jour arrivera où les gens vont réaliser où ils sont et la campagne très connue contre la France a été orchestrée. Vous seriez fascinés par ce que nous voyons et parce que nous interceptons du point de vue des tentatives de ce qu'on fait avec la France. On a eu des massacres et c'est un exemple, mais il en existe des autres.
On a dû sortir les Français de Burkina Faso parce qu'on était en train de saisir l'affaire de mines de laine dans ce pays. 50% de nos revenus, des revenus sont faits par des Canadiens, non pas par des Français. Donc, c'est un processus très prolongé. On ne peut pas être satisfait. On est vraiment alarmé. On regarde les choses de très près, la situation de très près. Mais que pouvons-nous faire? C'est-à-dire, si on intervient, on sera convoqué. Ah, vous, les Français, vous revenez avec vos coutumes coloniaux et c'est la conversation avec l'Union africaine. Ce n'est pas une situation satisfaisante, mais ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'on peut mettre encore une autre question. Non, c'est Patrick Gagnon, groupe parlementaire. Alors, I think I'll ask the question in English. I'm looking around here. Je vais poser ma question en anglais. La question est la suivante. On parle de sécurité et insécurité alimentaire, essayer de développer des marchés pour les produits canadiens. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des organismes internationaux comme le Commonwealth ou la francophonie? Le Canada a des ressources limitées. On a cette grande poussée vers l'Asie. On regarde les G20 et d'autres, mais le Canada a des ressources limitées. Est-ce qu'il y a façon de probablement nous réimpliquer dans ces organismes? Ces organismes sont là plus de 50 ou 60 ans et on a plusieurs pays impliqués qui sont dans des milliards. On a une 80aine de membres dans le Commonwealth et aussi dans la francophonie. Alors, c'est une voie que l'on peut prendre étant donné les ressources limitées qu'a le Canada, étant donné qu'on s'implique politiquement avec eux. On voit le premier ministre qui s'en va à la francophonie, à la Commonwealth, mais l'un des orateurs antérieurs a dit cela rapidement. C'est des pays développés, mais il faut vraiment avoir ceux qui seraient intéressés par nos services. Anybody want to take a run at that? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Je vais parler un peu de la Commonwealth, je m'y connais un peu. Où je parle de la francophonie et vous parlez de la Commonwealth. En tout cas, il y a un fonds de développement de la Commonwealth, il y a des initiatives de la Commonwealth pour promouvoir le commerce entre les pays de la Commonwealth. Mais la plupart de la Commonwealth aujourd'hui est composée de pays qui sont relativement pauvres et qui ne sont pas dans une très bonne situation. Je pense que cela vaut la peine que de leur donner de l'adrénaline dans une injection. Même chose avec la francophonie. Mais tandis que nous le faisons et nous soutenons une demi-douzaine d'agences des Nations unies spécialisées, je pense qu'on fait ce qu'on devrait faire tout le temps, qu'on ne devrait pas le faire. On éparpille de l'argent un peu trop partout. Mais les pays de la francophonie et du Commonwealth, ça vaudrait la peine de les utiliser politiquement pour encourager le développement de groupes internationaux, etc. Si on faisait les choses de ma façon, et ça ne va jamais se passer, j'essaierais d'améliorer les agences des Nations unies. Il y en a qui font du travail très, très bon, mais les Nations unies en général ne sont pas l'organisme le plus efficace de la planète. On pourrait les améliorer. Je ne suis pas convaincu que la Commonwealth serait un véhicule adéquat à utiliser. C'est un anachronisme. Dans mon côté du monde, ce n'est pas considéré comme étant quelque chose de bon. Je ne serais pas d'accord. Je trouve que c'est très intéressant et donc on devrait se retirer peut-être de la Commonwealth. Désolé, commentaire multiple. L'interprète s'excuse. Cela a une fonction, mais je ne pense pas que cela aurait un rôle dans une situation. Commentaire de clôture, Monsieur l'ambassadeur. Côté francophonie, ce n'est pas... Je ne sais pas si vous avez participé à un sommet de la francophonie. C'est un mélange. Ce qui est important, c'est qu'on ait des bilatérales et analyser les enjeux dans ces réunions. Et il est vrai que ces pays impliqués avec la guerre en Ukraine utilisent ces réunions comme un sujet. G7 et G20, oui. Et je peux vous dire que le
Canada a joué son rôle dans ces circonstances. Mais qu'est-ce qui se passe là si l'on revient à la sécurité alimentaire? C'est le rôle d'organismes régionaux, comme pour la COVID-19. Ne prenez pas l'Union africaine comme un groupe de pays qui ne sont pas organisés, pas du tout. Ils ont des organismes régionaux, ils font ce qu'ils veulent et il faut les prendre au sérieux, ce qui n'est pas le cas de l'Asie de l'Est. ASEAN est encore quelque chose de grand, mais l'Union africaine, non. Et je voudrais tout simplement terminer ce que j'ai dit auparavant. Comme UNICEF, le programme alimentaire mondial doit être soutenu parce qu'ils sont tout simplement en train de faire un très beau travail. Ben, excellent, merci beaucoup à vous tous. La conversation a été extrêmement intéressante, très appréciée. I'm afraid we didn't solve the problem. Okay, as some of you may actually be able to smell,